Bonsoir à toutes et à tous, aussi bien dans la salle autour de nous que à travers les ondes, si je puis dire. Et vous êtes nombreux, puisque en tout, vous êtes à peu près 250 personnes qui ont répondu à notre invitation. Donc, on est très joyeux de ça. Je m'appelle Isée Tardan-Masquelier et je fais partie de l'équipe dirigeante de la Fédération nationale des enseignants de yoga et de l'École française de yoga. Et en fait, pour la deuxième fois, on fait un partenariat avec les forums France-Inde. Alors, je dis juste un tout petit mot de ces deux partenaires. Bon, les forums France-Inde, ils ont été fondés il y a à peu près 3 ans, si je ne me trompe pas, voilà, par un collectif d'amis de l'Inde, dont bien sûr Christophe Jaffrelot, Jean-Louis Laverne qui est ici, et d'autres, pour donner une voix un peu plus étoffée euh, à- aux réalités indiennes dans la presse et aussi dans la société française. Voilà. Donc, si vous allez sur les forums France-Inde, il suffit de taper ces trois mots. Vous trouverez des webinaires, des rencontres, des comptes rendus de lecture, des interviews. Et vraiment, c'est maintenant un lieu de ressources qui s'est étoffé au fil des années et qui est magnifique pour tous ceux qui s'intéressent vraiment à l'Inde. L'autre partenaire de cette rencontre, donc je le disais, c'est des institutions de yoga qui ont leur siège ici. D'une part, la Fédération nationale des enseignants de yoga, qui regroupe donc des enseignants de yoga formés à ce métier, et puis l'École française de yoga qui, elle, forme les enseignants de yoga. Voilà. Et donc, ici, on a quelques événements qui jalonnent l'année et qui nous permettent d'abord de rencontrer d'autres publics et puis d'inviter des auteurs ou d'autres personnes aussi à partager avec nous leurs connaissances. Voilà, donc ça s'appelle les soirées littéraires du yoga, mais ça peut être aussi un colloque comme on a fin novembre sur le genre dans le yoga, une question brûlante, si je puis dire. Voilà, ou d'autres événements aussi. D'ailleurs, vous avez des petits flyers si vous voulez. Alors, la soirée va se passer comme ça. Je vais vous présenter bien sûr tous les deux. Vous allez dialoguer à peu près une bonne heure. Il y aura donc un temps pour les questions qu'on recueillera soit dans la salle, soit à partir de la visio. Et puis ensuite, il y aura un petit moment pour la dédicace du livre de Christophe. Parce que malheureusement, on a eu une difficulté et on a uniquement Bombay Mumbai, voilà, qui est bien sûr l'objet de cette soirée. Mais moi, j'aurais beaucoup voulu avoir, d'une part, un ou deux autres de tes ouvrages, Christophe, et surtout, j'aurais voulu avoir le roman de Marie-Caroline qui s'appelle Bombay. Je le montre ici ou je le montre, non, on ne peut pas le voir bien là, mais on vous en informera oui, on le montrera mieux. Voilà, donc voilà le déroulé à peu près de la soirée et il me revient aussi de vous présenter tous les deux. D'abord de vous remercier beaucoup d'être là et puis ensuite, oui, oh, je vais être bref parce que vous concernant tous les deux, il y aurait beaucoup, beaucoup à dire. Donc, je vais être relativement brève. Alors, en ce qui concerne Christophe Jaffrelot, je vais dire que tu enseignes dans beaucoup d'endroits dans le monde. Voilà, beaucoup d'universités. Enfin, tu es surtout, disons, à Sciences Po, au King's College de Londres. Mais tu as été invité dans les grandes universités américaines ou indiennes, bien sûr.
Et tu es aussi président de l'Association française des sciences politiques. Euh, et je ne vais pas citer toutes les associations dont tu fais partie, ou think tank aussi, réflexion. Voilà. Donc, tu as écrit de nombreux livres, beaucoup en anglais, mais aussi en français. Le plus récent en français, c'est L'Inde de Modi, national populisme et démocratie ethnique. En anglais, c'est Gujarat Under Modi, ça c'est le dernier. Oui, voilà. Et donc voilà maintenant, histoire de Bombay, Mumbai, avec Vanessa Caru que vous allez présenter ensuite, qui ne pouvait pas être là ce soir. Voilà, donc dire que tu suis la politique indienne depuis le début de tes études. Et tu n'as pas concédé. Je ne le dis pas. Bon. Et tu n'as pas cessé, depuis l'édition de ta thèse, de t'intéresser de très près et d'ausculter la montée du nationalisme hindou et de cette nébuleuse safran qu'on retrouve dans l'histoire de Bombay. Marie-Caroline Saglio-Yadzimirski, voilà, c'est un grand plaisir de vous accueillir ici. Là aussi, je pourrais dérouler des titres et des fonctions universitaires qui sont nombreuses et importantes. Vous êtes professeur d'université, vous enseignez à l'INALCO, vous avez été, si je ne me trompe pas, vice-présidente à la recherche et vous avez initié beaucoup de projets collaboratifs. Hein. Euh, vous travaillez depuis longtemps sur des thèmes qui sont l'exclusion, la ville, les politiques de la ville, euh, surtout Brésil et Inde, avec aussi une grande attention aux langues. L'INALCO, ce n'est pas pour rien, hein, vraiment, à la langue et à ce qu'elle véhicule. Euh, ça vous en ça ne vous a pas empêché d'avoir d'autres terrains en France, cette fois, à Calais ou à Grande-Synthe. Voilà, donc vous avez écrit sur l'exclusion et sur l'immigration, les plus loin, migration, pardon. Je peux citer Megacity Slums sur l'exclusion sociale, l'espace, les politiques urbaines au Brésil et en Inde. Euh, je peux citer le livre que vous avez écrit aussi sur Dharavi. N'est pas traduit en français, Dharavi. Si, oui. Et Intouchable Bombay, le bidonville des travailleurs du cuir, c'est celui-là. Voilà. Mm. Mm. Donc, et vous avez écrit récemment ce roman qui s'appelle tout simplement, j'ai envie de dire, Bombay, euh, voilà, aux éditions Safran et que malheureusement nous n'avons pas ce soir. Mais on va faire une liste et puis on peut peut-être s'arranger pour que vous l'ayez facilement. Voilà, j'espère n'avoir pas été trop longue, mais ça me faisait plaisir de vous présenter tous les deux. Et maintenant, je vais vous laisser dialoguer. Je me réjouis de vous écouter. Merci beaucoup, Isée. On ne vous présente plus, mais c'est vrai que c'est vraiment un plaisir, un honneur, une chance pour moi d'être ici. On a été collègues longtemps à l'INALCO. Vous étiez en charge du cours sur l'hindouisme et les livres que vous avez écrits sont toujours dans les mains de nos étudiants. Donc, merci beaucoup, beaucoup pour ça et merci de cette invitation magnifique. Et quant à Christophe, ça fait longtemps, quoi, notre compagnonnage. Même si on est sur des sujets différents, c'est vrai que
Chaque livre de Christophe, en fait, est une ouverture essentielle, je pense, pour le public français qui connaît encore mal l'Inde, euh, sur des sujets qui sont extrêmement importants. C'est toi qui, voilà, qui nous a expliqué ce qu'était cette vague safran nationaliste hindoue, ce que tu appelles l'ethnicisation de la caste. Tu nous as euh, parlé de l'histoire de l'Inde dans un volume collectif qui, là aussi, est un manuel, littéralement un manuel scolaire. En première année, tout le monde a le Jaffrelot, ça c'est pareil pour le Pakistan. Et puis, ce livre-là, Histoire de Bombay, qui est absolument magnifique, qui est très important. On n'a pas d'histoire de Bombay en France. Évidemment, en Inde et en anglais, il existe des histoires de Bombay, mais celle-ci est très, très intéressante, renouvelée, je trouve, écrite donc avec Vanessa Caru, qui est une collègue qui est au CNRS, chercheuse, historienne, agrégée d'histoire, et qui est au CESA, qui est le Centre d'études sud-asiatiques et himalayennes. Euh, c'est toujours fascinant et vertigineux de parler de Bombay. C'est Maximum City, hein, pour reprendre un titre fameux de Suketu Mehta. C'est la ville de tous les clichés, c'est la ville de tous les rêves, c'est une ville qui va à toute vitesse, c'est une ville qui est fracturée, absolument. En termes socio-économiques. C'est une ville qui vit aussi des tremblements politiques extrêmement forts. Ça a été une grande ville combattante, ouvrière, avec des syndicalistes extrêmement importants. Aujourd'hui, c'est un bastion de ce qu'on appelle la Shiv Sena, qui est un parti nationaliste hindou. C'est une ville qui économiquement et reste la vitrine de l'Inde. Elle fournit 40%, je crois, des impôts sur le revenu. C'est 40% aussi des rentes portuaires. C'est un immense, c'est 25% du PIB de l'Inde. Donc c'est une production, enfin Bombay, on le sent, est une plaque tournante économique. C'est là que les sièges sociaux se retrouvent. Donc Bombay a tout ça de fascinant quelque part et en même temps très cosmopolite. C'est une ville où il y a eu énormément d'influence. Ce Bombay, Mumbai se retrouve dans ton titre. Et ce qui est assez extraordinaire, je trouve, dans votre entreprise, Vanessa et toi, et Christophe, c'est que eh bien, vous n'avez pas eu peur de partir de ces clichés euh, sociaux, économiques, politiques, pour retracer l'histoire de Bombay et pour essayer de faire comprendre des dynamiques absolument étonnantes qui font une ville absolument unique aussi, avec un rythme tout à fait particulier, une personnalité particulière. Et vous la reprenez avec beaucoup d'ambition, puisque le livre commence au XIIIe siècle, lorsque Mumbai était une île, Bombay était une île. Et ou un ensemble de cette île. Aujourd'hui, donc c'est cette capitale qu'on connaît. Alors le premier recensement de l'Inde, 1872, c'est une ville qui fait 650 000 habitants. À l'indépendance, elle en fait à peine 3 millions. Et aujourd'hui, Bombay, proprement dit, c'est 12 millions 5. Si on prend la tâche urbaine de Bombay, c'est 18 millions 5. Donc ce sont des monstres, ce sont des mégapoles aujourd'hui. Et pourtant, on retrouve toujours ce cœur vibrant de Bombay tout à fait particulier, même, même sous la taille d'une métropole, d'une mégapole, disons, absolument immense. Voilà, donc c'est vraiment un immense plaisir pour moi ce livre. Je trouve que c'est voilà, aussi un hommage à une ville complexe et qui reste fascinante. Merci, merci pour ça. Et ça se lit comme un roman, c'est pas peu dire. Voilà. Je pose une première question et je crois que c'est Vanessa qui va nous répondre. Euh, Qu'est-ce qui vous a motivé pour écrire ce livre? Pourquoi partir voilà, sur une si grande entreprise que celle de l'histoire de Bombay? Bonsoir, je suis vraiment contente d'avoir l'opportunité de pouvoir quand même être parmi vous ce soir et je remercie du coup les organisateurs et les forums France Inde de me donner l'opportunité de pouvoir quand même être parmi vous. Ça partait surtout de l'idée que, il n'existait pas encore de synthèse en français sur l'histoire de cette ville, qui est une ville importante dans l'espace indien, en dépit du fait qu'il y a une très très importante bibliographie, beaucoup de choses publiées, et que je trouvais que c'était important qu'il existe une forme de synthèse accessible en langue française. Et donc c'est à ce travail que nous nous sommes attelés. Mais je voudrais quand même revenir sur une idée qui nous a guidés, je crois, tous les deux dans la manière dont on a écrit cet ouvrage.
c'était de partir, hein, vu que c'est une synthèse en français, c'était de partir des images les plus connues de la ville, parce que c'est pas forcément une ville qui est très connue du public français. Donc la première idée d'ailleurs, c'était de choisir une couverture qui allait décaler un peu les images qu'on avait de la ville, parce que celle qu'on a choisie représente les quartiers ouvriers de la ville, et c'est une histoire qui est, je pense, un peu moins connue quand même sur le fait que Bombay a très précocement connu un développement textile et que cette ville a joué un grand rôle en fait dans le développement d'abord économique, mais aussi social, mais aussi politique de la ville, avec une classe ouvrière qui a été précocement organisée, une importance du Parti communiste qui s'est implanté dans ces bastions ouvriers. Et alors, donc ça, c'était pour décaler le regard avec cette couverture et attirer l'attention sur une dimension qui était un peu moins connue. Mais on a aussi pris au sérieux, en fait, d'autres images qui sont plus connues. C'est cette image saisissante qui revient sans cesse sur Bombay, qui est le contraste, en fait, entre des immeubles de standing et de l'habitat précaire. Et on a, qui est une image qui donne à voir en fait une des réalités les plus saisissantes et les plus violentes en fait de la fabrique urbaine et de la société urbaine de Bombay, qui est celle des inégalités sociales. Alors, la partie de Christophe montre très bien que ces inégalités se sont creusées à partir des années 1990, mais ce qu'on a essayé de retracer aussi, c'est que ça s'appuie aussi sur une histoire longue, cette question des inégalités sociales et de sa traduction en fait dans l'espace urbain sous des formes urbaines très contrastées, notamment parce que ce que j'explique pour le 19e siècle, c'est que la prospérité industrielle de la ville, le développement justement à la fois du port, mais aussi de l'activité textile, s'est bâti sur les taudis. Le principal avantage qu'avait l'industrie textile de Bombay au niveau international, c'était les bas salaires. Donc, pour avoir des bas salaires, il fallait avoir des logements peu coûteux. Et c'est pour ça que voilà, le taudis a véritablement participé hein, à la prospérité de la ville. Et la deuxième chose qu'on peut voir, c'est qu'à partir du 19e siècle, de la deuxième moitié du 19e siècle, la question de la spéculation immobilière et du fait qu'on peut tirer beaucoup d'argent de la ressource immobilière et de la ressource foncière à Bombay va s'affirmer. Et les autorités coloniales, euh, alors qu'elles auraient les moyens de réguler hein, ce genre de processus, vont plutôt jouer dans le sens d'alimenter en fait cette spéculation immobilière. Et du coup, il y a un processus qui se met en place, qui se répète dans l'histoire de Bombay, qu'on voit aujourd'hui au moment des années 90 avec le développement du capitalisme financier. C'est-à-dire que dès qu'il y a une accumulation de capital, ça va se traduire par une spéculation immobilière. Donc, que ce soit la Cotton Mania ou bien les profits de la Première Guerre mondiale. Et donc, ça va être le moment où, par exemple, les autorités coloniales vont développer de grands projets urbanistiques, comme par exemple la poldérisation de Back Bay. Et comme c'est des projets qui coûtent très cher, ça va bien sûr être vendu aux classes les plus aisées, si bien qu'en fait, ça va renforcer la mainmise des classes les plus aisées sur les ressources urbaines. Et ça, c'est un processus qui se répète dans l'histoire et que le livre permet de mettre à jour. Alors, même question pour Christophe. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans cette histoire de Bombay? La même réponse pour commencer, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y avait pas de livre en français sur le sujet qui fasse une telle synthèse. Et l'éditeur Fayard était évidemment bien placé pour combler ce vide, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Fayard a une collection sur les villes du monde qui est magnifique. Toutes les grandes villes sont là, bien sûr. Et au début, d'ailleurs, c'était avec Jacques Pouchpadas que je devais faire équipe. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Vanessa, qui a été une de ses élèves comme moi, euh, Vanessa et moi, donc, avons décidé de le dédier à Jacques Pouchpadas, cet ouvrage. Et comme certains le savent, il nous a quittés. Vanessa a pris le relais. Ce livre a duré très longtemps, a pris beaucoup de temps. Pourquoi, par ailleurs, sur le fond, s'intéresser à cette ville? Alors, s'intéresser à une ville tout court. J'avais fait l'expérience avec Denis Vidal, ici présent, Emma Tarlot, Véronique Dupont, d'un livre, cette fois-ci collectif, sur Delhi.
Et j'avais trouvé très intéressant ce livre qui n'est sorti qu'en anglais, mais qui mérite d'être lu, bien sûr, de faire cette combinaison, en quelque sorte, de voir l'histoire nationale au prisme d'une ville. Et c'est un genre en soi. Je m'étais essayé à d'autres genres, y compris la biographie, hein, mais ça, c'est un genre en soi. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant à faire dans le cas de Bombay, parce que c'est la dernière raison que j'invoquerai. C'est une ville à part. C'est une ville unique, et je pense qu'on va y revenir. Merci pour cette belle réponse. Alors, vous avez travaillé chronologiquement, hein. Vanessa Caru traite ce Bombay du XIIIe siècle jusqu'à à peu près 1940. Et à partir de là, donc, Christophe, tu nous emmènes jusque maintenant, hein, 2022. Voilà. Euh, et je propose qu'on reprenne peut-être ces chapitres. Je crois à nouveau que Vanessa a quelques mots à nous dire pour expliquer ce qu'il a tenu, les grandes thématiques qu'elle a développées chapitre par chapitre. Alors, pour parler un peu du livre et de la partie que j'ai rédigée, c'est-à-dire que moi, j'ai rédigé la partie jusqu'à l'indépendance du pays, jusqu'en 1947. Donc, je parcours plusieurs siècles de cette histoire. L'idée, vraiment, au départ, était justement de ressaisir la longue durée de cette histoire. Quand je disais tout à l'heure qu'il y avait enfin, une très importante bibliographie, beaucoup de livres qui ont été publiés sur la ville, du moins sur l'histoire de la ville, c'est surtout vrai en fait pour la période du 19e, 20e siècle ou enfin disons, mi-19e jusqu'aux années 30-40, où là, il y a énormément de travaux qui ont été publiés. C'est le moment du développement industriel de la ville. C'est vraiment une grande époque du développement de Bombay. C'est d'ailleurs, quand on pense à Bombay, on pense souvent à comment dire, des bâtiments qui sont emblématiques de cette période, par exemple comme les grandes gares de la ville ou la grande gare néo-gothique. Mais là, l'idée, c'était vraiment de ressaisir toute la durée de l'histoire depuis la première implantation urbaine à Maïm au XIIIe siècle et de ressaisir aussi les premiers siècles de la domination coloniale, que ce soit la domination portugaise ou bien la domination britannique. Et alors, pourquoi avoir voulu ressaisir cette longue durée? C'était pour comprendre notamment la fabrique économique et sociale particulière de la ville. C'est-à-dire que Bombay, contrairement à Madras et à Calcutta, qui sont les deux autres grands ports coloniaux, a eu des débuts très difficiles. C'était vraiment une enclave qui était pas très développée, qui a eu des débuts très poussifs, qui a même pratiquement enfin failli disparaître en 1689 à la suite d'un siège qui a été mené par l'amiral des Moghols. Donc, ils ont failli abandonner en fait l'implantation. Et ça, c'est très important à comprendre parce qu'en fait, les Britanniques ont du coup sollicité et cherché à faire venir beaucoup de classes marchandes et artisanes indiennes. Et pour ça, leur ont donné des conditions favorables, que ce soit de la liberté religieuse, mais aussi leur ont donné par exemple des terres, de la propriété urbaine, etc. Et l'histoire de la ville ne se comprend pas sans l'importance en fait de ces classes marchandes et artisanes qui vont faire fortune dans le commerce de l'opium, dans le commerce du coton, qui pour certaines d'entre elles vont donner naissance à la classe industrielle, au patronat industriel de la ville textile. Et elles jouent un très grand rôle en fait dans l'histoire de la ville qu'elles co-construisent. Hein. Enfin, toute une partie des grands monuments emblématiques de la ville ont été cofinancés par ces classes-là. Et donc, on a vraiment une fabrique sociale qui est très particulière dans l'espace de Bombay. Voilà, donc on va maintenant passer à Bombay plus contemporain, à partir de 1940. Et l'idée, effectivement, est de traverser quelques-uns des grands aspects que vous avez voulu développer, c'est tout ce qui est social, politique, économique. Mais première question que tout le monde se pose, Bombay ou Mumbai? En général, effectivement, les deux noms s'appliquent puisque dans l'histoire, Bombay s'est longtemps appelé ainsi et puis en 1995, changement de nom. C'est l'une des premières décisions du gouvernement dirigé par la Shiv Sena et ce n'est pas un hasard.
L'idée, c'est de revenir, entre guillemets, parce qu'on n'est pas sûr de ce vers quoi on revient, mais pour eux, c'est de revenir au nom que la ville portait avant que des étrangers ne changent l'identité, voire ne créent l'identité de cette cité. Et donc Mumbai, eh bien, c'est le nom de la divinité, de la déesse sous le patronage de laquelle, sous la protection de laquelle la ville se serait développée. C'est une façon de faire ce que tant d'autres villes ont fait, hein. Madras s'appelle Chennai et la liste est de plus en plus longue puisque le gouvernement BJP de New Delhi et les gouvernements dans les différents États sont en train de changer les noms. Allahabad devient Prayag. C'est un phénomène assez général, mais qui a été initié effectivement par, par la Shiv Sena à Bombay, Mumbai. J'y suis allé au moins 2 fois par an, mais je ne m'étais jamais intéressé à une des questions sur laquelle s'ouvre ma partie, à savoir l'impact de la partition. La partition qui a tellement transformé Delhi, qui a tellement transformé principalement le nord-ouest de l'Inde, mais assez profondément, l'Uttar Pradesh, le Lucknow, n'a pratiquement pas transformé Bombay. Et ça, c'est un signe de cette résilience, hein. Le mot n'est pas très beau non plus, mais de cette capacité à rester multiculturel. Peu de musulmans sont partis. Et les musulmans ont gardé des positions importantes dans les 50, 60, 70, même 80. Des hindous sont venus du Pakistan, mais n'ont fait que passer ou, pour les sindhis, se sont installés plutôt à la périphérie, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'aient pas eu une influence, hein. Mais on n'a pas du tout le caractère, je dirais, pied noir qu'on pourrait trouver à Ahmedabad ou ailleurs. Donc c'est une ville qui reste cosmopolite et il suffit d'écouter d'ailleurs, je vous la recommande, la série d'émissions, d'interviews de Salman Rushdie que France Culture a diffusée il n'y a pas très longtemps pour l'entendre parler du Bombay d'après l'impartition et ses parents qui avaient des amis de toutes les religions sans que cela pose le moindre problème. Bon, ça, c'est quand même la marque de fabrique, je pense, de cette ville, même si ça, a, je le répète et on va y revenir, beaucoup changé. Alors précisément, tu la connais depuis 1984. Quelques décennies plus tard, elle a beaucoup changé. Et pourquoi? Alors d'abord, elle a beaucoup changé physiquement, c'est-à-dire que c'est une ville, hélas, un peu comme toutes les villes indiennes, qui est de plus en plus minérale, avec des quartiers qui sortent de terre comme BKC, qui est sans un arbre et avec des gratte-ciel flambant neufs. En veux-tu, en voilà, c'est une ville qui s'est beaucoup tertiarisée, qui s'est du coup désindustrialisée. On a transformé les usines en shopping malls ou en lofts. Euh, et puis, c'est d'ailleurs une ville qui vit des problèmes d'environnement considérables à cause de cela notamment, et de la construction à tour de bras qui dégage des microparticules, des particules fines, comme on dit, de manière assez systématique. Mais c'est surtout à travers les relations entre communautés que le changement est le plus perceptible. Et là, l'année 93, et même on pourrait dire décembre 92, mars 93, 4 mois au cours desquels les premiers pogroms anti-musulmans qui préfigurent ceux qu'on aura au Gujarat, hein, ont lieu. Et puis la série d'attentats en représailles de mars 93 qui font que la communauté musulmane se trouve ghettoisée, se trouve coupée du reste de la société. Et on ne veut pas dire que les choses aient continué à se dégrader d'une manière linéaire, ce serait excessif, mais la ville n'a jamais redevenu ce qu'elle était avant, de mon point de vue. Est-ce que l'histoire de Bombay permet de comprendre les dynamiques de l'Inde, l'histoire de l'Inde? Est-ce qu'elle est exemplaire d'une certaine manière?
Dans un certain sens, oui. C'est-à-dire que, il y a un phénomène qu'on voit à Bombay avant de le voir ailleurs, c'est le rejet de l'étranger. Alors l'étranger au sens très général, l'autre, les migrants. Euh, alors, les migrants à Bombay, ils sont de toutes sortes. Vous avez d'abord la communauté des Gujarati. C'est une ville qui a été faite par les Gujarati au plan commercial, hein. Vous prenez un grand capitaine d'industrie, il en vient de Gujarat. Alors, sa famille en vient. Parfois, c'est 3, 4, 5 générations. Ça n'empêche, on est encore Gujarati et on parle encore Gujarati. Donc, les Ambani, bien sûr, mais avant ça, les Tata, les Godrej. À partir des années 60, se développait un mouvement xénophobe, on ne peut pas l'appeler autrement. Le Maharashtra, c'est la zone, ceux qui parlent marathi. Mais alors là, là encore plus, parce que s'il y a quelqu'un qui connaît Dharavi depuis longtemps et de fond en comble, c'est bien elle. Donc elle pourra vous en dire plus que ce que moi je vais vous dire, parce que la chose qui me frappe à Dharavi, c'est bien sûr la densité, c'est bien sûr la vitalité, le côté industrieux, tout le monde fait quelque chose. Mais c'est aussi la segmentation. C'est-à-dire que vous vous retrouvez, et pour ceux qui ont vu Slumdog Billionaire, les premières images sont prises là, hein, vous vous retrouvez dans un endroit où il y a un quartier musulman à part, hein. Je ne sais pas si ceux qui ont vu Slumdog Millionaire se rappellent, mais les premières scènes, c'est lorsque ce jeune garçon perd sa mère, émeute intercommunautaire. Il y a une émeute dans un bidonville. C'est pas comme s'il y avait une solidarité de pauvres, donc, sur lequel euh, Marie-Caroline a travaillé le plus, ben, des travailleurs du cuir qui sont alors certainement bien lotis, plus ou moins, parce que leur métier rapporte. Et puis vous avez encore les potiers qui ont les pots en terre à vendre. Donc c'est intéressant parce qu'effectivement, ça a beaucoup changé. Et en même temps, ces divisions-là, elles n'ont pas disparu. Et la question que je me pose, mais là, c'est vraiment une question pour toi, je me demande si elles ne se sont pas accentuées. Est-ce qu'on n'a pas moins d'échanges entre hindous et musulmans maintenant à Dharavi qu'on a pu en avoir dans le passé? Mais tu peux mettre un joker, hein. Je ne mets pas de joker. Je suis ravie de cette question. Euh, Tu as rappelé l'importance des événements de 93. Et je reviens sur la thèse de Jim Maslow qui explique que Dharavi étant absolument aujourd'hui au centre de Bombay, au croisement des lignes de train qui permettent à la moitié de la ville de commuter chaque jour, c'est là aussi que les radicaux, les hindouistes ont décidé de mettre le feu et mettre le feu sur des communautés qui vivaient ensemble depuis des décennies et des décennies avec moins de séparation qu'on le dit, c'est-à-dire qu'à Dharavi, on peut aller dans n'importe quel quartier, ce qui n'est pas le cas de partout. Il y a des endroits aussi aujourd'hui en Inde, et notamment des bidonvilles, où il faut faire attention un petit peu avant d'entrer. À Dharavi, non, à Dharavi, on peut aller dans n'importe quel quartier. Même si effectivement on est dans quelque chose de très école de Chicago finalement, avec une préservation extrême des cultures, des langues, des modes d'éducation, des panthéons de Dieu, etc. On reste dans quelque chose d'ailleurs qui fait ville. On a souvent parlé de Dharavi comme une petite ville en soi, avec ses quartiers, mais des quartiers qui fonctionnent. Là-dessus arrive la violence politique extrême qui va mettre dos à dos toutes ces communautés, ramener également la question chrétienne, etc. Euh, L'histoire du Covid à Dharavi a été intéressante parce que d'autres solidarités ont ressurgi finalement dans cette. On avait peur d'une hécatombe. Et finalement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Pas du tout. Donc, c'est intéressant la question que tu poses parce que je crois que la politisation, qui est quand même au centre de tes recherches, et l'ethnicisation quelque part, a effectivement bouleversé Dharavi avec en plus le fait d'être au centre d'une ville comme Bombay, donc qui se gentrifie quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, acheter à Dharavi, c'est acheter au centre de Bombay.
et c'est un bon investissement. Donc il y a une espèce de paradoxe étonnant, hein. Et aujourd'hui, le stigmate du bidonville de Daravi commence enfin la jeune génération commence voilà, à passer outre, hein. Un premier appartement, qui se trouve à Daravi ou pas, c'est quand même au cœur de Bombay. Donc c'est tout à fait étonnant. On a parlé de ces violences et je voulais revenir un petit peu sur le nexus politico-financier qui fait Bombay. Tu as beaucoup développé dans ce livre la question de la proximité en fait entre ces marchés immobiliers et de l'autre côté ces hommes politiques et cette mafia qui est très propre à Bombay. On ne parle pas de Bombay sans parler de ces goundas, ces voyous. Ça fait partie voilà, du décor toujours et en même temps ça fait vivre la ville quelque part. Oui, là où il y a de la richesse, il y a de la mafia, il y a des gangs. Et Dieu sait si la mafia a pris forme à Bombay de bonne heure, à la faveur d'ailleurs de la prohibition. Vous mettez des taxes, même plus, sur l'alcool, vous êtes sûr qu'il y aura du trafic. Et ça l'a pas raté. Donc vous avez dès les années 1940-50 Haji Mastan, lui aussi d'ailleurs un ancien docker, hein, qui crée sa première équipe en quelque sorte, suivie alors par, je vous la fais courte parce que sinon on y sera encore longtemps, par un homme qui va tout changer, Daoud Ibrahim, qui va être le grand parrain de la ville et qui effectivement est en cheville avec des hommes politiques. C'est-à-dire que, et même avec la police, en fait, les autorités cherchent à lutter contre les gangs en aidant d'autres gangs. Hein, ça rappelle la politique de l'armée pakistanaise au Cachemire. Vous essayez d'abord Hizbul Mujahideen et puis ça marche pas. Vous essayez Lashkar-e-Taiba et voilà, instrumentaliser des hommes de main. Bon, ça se retourne inévitablement contre eux parce qu'il y a un moment où Daoud Ibrahim devient tellement puissant. Il a une carrière en plus à Dubaï. Il s'enfuit d'ailleurs. Il va à la fin des années 89, après que son frère soit assassiné, quitter la ville pour s'installer à Dubaï et continuer depuis Dubaï à littéralement contrôler des pans entiers de la ville, avec forcément la complicité des responsables politiques qui d'ailleurs lui ont permis de s'enfuir et qu'il continue d'arroser et de tenir. On ne sait plus si on parle de criminalisation du politique ou de politisation des criminels. On a une véritable indétermination dans cette mesure. Mais évidemment, ça va se traduire par une quantité d'assassinats ciblés, le racket, hein, ce qu'on appelle protection money, c'est une de leurs activités les plus lucratives vis-à-vis même des producteurs de cinéma, des acteurs, puis les promoteurs immobiliers, évidemment. L'argent est tellement facile qu'il suffit de menacer de kidnapping pour faire ensuite pour recevoir ensuite des rançons. Ça va connaître un coup d'arrêt après 93 parce que Daoud Ibrahim ne peut plus continuer à avoir des relais sur place aussi forts après qu'il soit responsable, tenu pour responsable d'attentats organisés en représailles au pogrom dont j'ai parlé. Mais on ne peut pas dire que la mafia n'existe plus, loin de là. Et il y a quelques jours, ceux qui suivent l'actualité indienne opinent, parce qu'il y a quelques jours, on a encore eu un assassinat ciblé d'un ancien MLA, CDK. Alors cette fois attribué à Lawrence Bitchnoy. Enfin, à chaque fois, on a un nouveau clan, un nouveau gang. Et la police n'est pas en reste. La police de Bombay a été la première à donner dans ce qu'on appelle les fake encounters. Vous avez des fake encounter specialists qui vont s'honorer en quelque sorte de ne pas arrêter les malfrats, mais de les abattre sous prétexte que si jamais on les arrête, la police va les remettre à la justice qui va les libérer parce que personne n'osera témoigner contre eux. Donc autant s'en débarrasser tout de suite. Mais évidemment, ça fait une spirale de la police, de la violence dans la police. Quand Julio Ribeiro est nommé à la tête de la police de Bombay, il dit: j'ai jamais vu ça.
On ne sait plus qui est criminel, qui est policier. D'ailleurs, Daoud Ibrahim est le fils d'un policier. By the way, Laurence Bishnoi est aussi le fils d'un policier. Ça, c'est quand même extraordinaire. Vous avez cette espèce de d'indifférenciation qui va de pair avec, oui, le, la banalisation de la violence. Et là, le livre. Alors, cette présence, on va dire, de la violence, euh, pas banale quand même, euh, elle a beaucoup, beaucoup inspiré, en l'occurrence, le cinéma et Bollywood. Au point qu'on attribue certains scénarios à des mafieux. Parce qu'en fait, la meilleure façon d'améliorer son image, c'est de faire écrire le scénario qu'il faut au scriptwriter du moment. Alors, s'ils n'ont pas écrit les scénarios ou fait écrire les scénarios, en tout cas, ils ont financé de nombreux films. Et vous avez là, pour le coup, une autre osmose hein, entre le monde de Bollywood et le monde de la mafia. On a une autre osmose. Mais je pense que sur Bollywood, c'était une autre question que tu avais en tête, non? C'était bien celle-là, c'est-à-dire qu'on est on est aussi à Bombay dans la démesure quelque part. Donc les hommes politiques sont des demi-dieux, les acteurs de cinéma sont carrément des dieux, même pas des demi-dieux. Et on est toujours dans cette construction voilà, des hommes qui sont, et dont les Gunda, enfin, tu as parlé de figures qui sont des figures absolument mythiques. Rappelez-vous d'ailleurs ce film Kalanayak. Et voilà. Pas parce qu'on est sordide, criminel, qu'on est jeté aux orties. On est encore un héros. Le héros noir est encore un héros. Et ça rappelle Max Weber, si on veut faire de la sociologie. Hein. Le charisme, ça vient des faits exceptionnels qu'on est capable d'accomplir. Pas forcément vertueux. Et d'ailleurs, on a des personnes charismatiques qui sont démoniaques. On en a pas mal. Alors, je voudrais revenir sur la suite de tes livres où tu parles très précisément du nationalisme hindou, de voilà, cette safranisation de l'Inde. On a le mouvement Son of the Soil dont tu as parlé tout à l'heure, local. En quoi celui-là a particulièrement intéressé le politiste que tu es? Parce que j'imagine que voilà, c'est différent, c'est autre chose encore. Oui, c'est autre chose. La Shiv Sena, c'est un animal très particulier. Euh, pardon? Un tigre, voilà, c'est leur emblème, effectivement. La Shiv Sena, on l'a dit, naît du rejet des migrants venus d'ailleurs. Bon, et à commencer par les Gujarati, les gens du sud, les gens du nord. Et puis dans les années 80, c'est une autre faille, une autre ligne de fracture qui leur paraît plus pertinente, avec évidemment la montée du BJP. C'est hindous contre musulmans et ils deviennent des héros à UTS, en tout cas des hindous. Et puis Bal Thackeray quitte la scène, son fils Uddhav prend le relais. Son petit-fils Aditya se fait élire d'ailleurs député de Bombay. Et là, on a une autre Shiv Sena. Alors qu'il se scinde en deux, Raj Thackeray, le neveu, continue à, entre guillemets, casser du musulman et de l'immigré du Nord. Là, ce qu'ils ont compris, la Shiv Sena, c'est que le BJP allait les manger tout cru s'ils étaient sur la même ligne. Il faut se différencier d'eux. Et de fait, le BJP était sur le point d'absorber la Shiv Sena. Donc, pour le politiste que je suis, puisque tu me poses la question dans ces termes, je trouve ça particulièrement intéressant. Parce que c'est la vérification, une, une preuve de plus, disons, que quand on étudie la politique identitaire, la politique des partis identitaires, il ne faut surtout pas faire preuve de déterminisme. Leur stratégie, et c'est encore plus vrai des populistes, ils ne sont pas tous populistes, hein, mais ceux-là sont populistes, sont véritablement malléables et à géométrie variable. Alors, dernier point, euh, ce qui est fascinant dans la Shiv Sena, c'est Bal Thackeray, cette espèce. Il invente un nouveau genre politique. Ce n'est pas donné à tout le monde, quand même. Il crée un nouveau personnage. Aujourd'hui, on dit Narendra Modi est le Hindu Hriday Samrat. Non, le Hindu Hriday Samrat, l'empereur des cœurs hindous, le premier à porter ce titre, c'est Bal Thackeray. Et Modi ne cesse d'imiter
Baltakre. Indira Gandhi aussi, hein, mais c'est extraordinaire de pouvoir retrouver les correspondances. Baltakre, caricaturiste de son état, sans grande éducation au début, crée un nouveau personnage politique et va tenir quand même la distance de 1966 à, disons, 2005, 6, 7. Bon, ça aussi, c'est quand même extraordinaire. Donc oui, il y avait beaucoup de raisons de passer un peu de temps sur la Shiv Sena. Et alors, je continue à m'adresser aux politistes. Est-ce que la société civile de Bombay te semble être une société politisée? Est-ce qu'il y a eu des changements aussi autour de tout ça? Moi, ce qui me frappe le plus, c'est le rôle des ONG, qui est quand même... alors, c'est vrai à travers tout le pays, hein. S'il n'y avait pas les ONG au Gujarat après 2002, après 2001, après le séisme de 2001, bon. Là aussi, des ONG qui font, alors, dans les bidonvilles, mais pas seulement, un travail tout de même considérable qui vient compenser les manquements de l'État, qui vient compenser les manquements de la municipalité, parce que vous avez la plus riche des municipalités de l'Inde, hein. Bombay, c'est un énorme budget, mais dont les responsables ne sont pas accountable. Ce sont des bureaucrates qui, en fait, ne sont pas sanctionnés par la façon dont ils gèrent. Donc, d'ailleurs, la municipalité a été suspendue pour un nombre d'années record sans qu'il y ait d'élus à la tête. C'est encore pire. Donc, pour compenser ça, vous avez ces ONG. Après, ce qu'on appelle société civile, c'est plus compliqué quand on regarde les comités de quartier. Parce que là, en fait, on se rend compte que les riches s'organisent pour que ce soit propre dans leur rue, mais certainement pas au-delà. Et donc ça, c'est le grand, je dirais, mythe de la société civile urbaine. Par parenthèse, Stéphanie Tawalama a montré pratiquement la même chose à Delhi. On- on- la classe moyenne dit prendre les choses en main, oui, pour son quartier. Et en fait, on a de plus en plus de communautés fermées, hein, les fameux euh, euh, Golden Gatehouse. Voilà, gated communities, c'est le vrai mot. Et effectivement, on est derrière ces barrières et parfois derrière ces miradors. Alors, Bombay se privatise, en fait. Exactement. Et alors, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le dernier chapitre, c'est de voir le rôle des milieux d'affaires dans la gestion de la ville. Hein, je l'ai dit, il n'y a pas de démocratie locale. En fait, les maires de Bombay n'ont pas de pouvoir, les élus dans les différents arrondissements n'ont pas beaucoup de pouvoir non plus. C'est d'abord les bureaucrates, hein, le municipal commissioner qui gouverne, il est nommé par le gouvernement du Maharashtra. Mais il y a un moment dans les années 2000 où les milieux d'affaires disent c'est très mal géré et il faudrait que ça change. Alors, ils commandent un rapport à McKinsey. Il faut le lire pour le croire, hein. Parce qu'ils vont vous faire un rapport. Je ne sais pas combien il a coûté celui-là. Enfin, ils font un rapport sur. Ouais, tout comme on a eu London, je ne sais plus quel était le chiffre qui suivait, mais il y avait un rapport sur le Londres qu'il fallait construire d'ici une année X que j'ai oublié. Et ben voilà, on fait un Bombay, enfin, un Mumbai 2010. Et ben, l'idée, c'est ça, c'est de privatiser, en fait. Et de fait, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est même beaucoup ce qui s'est passé. On a public-private partnership qui en fait a surtout aidé les plus riches. Aujourd'hui, évidemment, on a des autoroutes urbaines à X voies que seule la classe moyenne, et même, je dirais, la classe moyenne supérieure, peut s'offrir. Ça revient à privatiser la ville, parce que c'est M. Ambani qui va faire le pont et qui va décider du péage. Euh, On va voir ce que donne Navi Mumbai, parce que maintenant Navi Mumbai est beaucoup mieux relié à la vieille Bombay, si j'ose dire, qu'avant, pour déconcentrer, pour décongestionner. Mais si le mètre carré
coûter le prix qu'il coûte et si les péages continuent à être aussi élevés, on va faire de Navi Mumbai une ville qui sera tout aussi élitiste, avec en plus ton aéroport, puisque la semaine dernière, vous avez peut-être vu qu'on a fait les premiers essais pour atterrir sur l'aéroport de Navi Mumbai. Ça va enfin décongestionner Santa Cruz, qui a une seule piste en plus, hein, pour un aéroport comme ça, c'est quand même extraordinaire. Mais est-ce que Navi Mumbai ne sera pas tout aussi privatisé que ce qui est devenu le Bombay ancien? C'est clairement la tendance, en tout cas. Et peut-être une dernière question avant de passer sur la question de l'environnement un peu plus générale. Tu nous as parlé donc de quelques étapes récentes, hein, de ce Bombay 1960, et capitale du Maharashtra. Tu nous as parlé des riots, et de tout ce qui a suivi 92 Ayodhya et de cette rupture qui a constitué les violences à Bombay de 93. Est-ce que tu citerais peut-être d'autres grands marqueurs de l'histoire récente de Bombay? Entre les deux, il y a une date quand même absolument clé. 80, 82, 83, on ne peut pas scinder ça. C'est la grève du siècle, hein, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Gérard Euzet. Une grève des travailleurs du textile qui va durer, alors pas sur les 3 années, mais au moins un an et demi. Les ouvriers du textile veulent défendre leur outil de production. Et les industriels ont bien compris que vendre les usines au prix du mètre carré serait bien plus intéressant que de vendre du textile. Donc ils veulent au contraire se débarrasser de ces ouvriers et fermer les usines. Et ils vont du coup, avec l'appui du gouvernement, Indira Gandhi est derrière eux, les laisser s'enliser. Ils auront le soutien des paysans qui viendront les restaurer en quelque sorte, hein, mais ça ne suffira pas. Il y aura des dizaines de milliers de licenciements et puis, bon, ben, ils quitteront les lieux. Euh, à la place, qu'est-ce qu'on fait? À la place, on fait des power looms ou des hand looms même, hein, à Bhiwandi ou à Thane. Et du coup, on casse l'outil industriel, on casse la classe ouvrière, on casse les syndicats et on ouvre la voie à la tertiarisation et à la gentrification. Pour moi, c'est une date vraiment symbolique. Et l'homme qui symbolise ça, il y a une photo dans le livre qui le montre en homme politique, mais c'est avant tout un syndicaliste, c'est Tata Samant. Tata Samant, qui est le leader syndical, qui va faire que tous ces ouvriers vont tenir le plus longtemps possible avant de lâcher. Et lui sera assassiné par une milice patronale ensuite. Parce que quand on parle de violence politique, on ne parle pas seulement d'hindous et musulmans, on ne parle pas seulement de fake encounters, on parle aussi de milices patronales mettant les leaders syndicaux en coupe réglée. Alors, ce Bombay-là fait plus ou moins une transition avec finalement le Bombay et la nature dans Bombay qui est en fait très présente sur enfin, la mer est partout à Bombay, les criques rentrent dans Bombay, on a encore des lieux, on a les fameux villages de pêcheurs qui sont très authentiques. On a ces lieux quelquefois, on est presque à la campagne, tout à coup, au milieu de Bombay. Et puis, il y a ce mythe de la jungle aussi, hein. Comme vous savez, jungle est un de ces mots anglo-saxons à partir d'un mot dari au départ, enfin, un mot du persan, le petit bois. Donc, ce Bombay-là est aussi, voilà, cette nature. Et puis, cette ville arrachée à la mer, mais cette ville aussi qui vit, qui rencontre des grands problèmes environnementaux, avec des infrastructures défaillantes. Alors, on a posé la question à Vanessa de quel est cet environnement enfin, de Bombay, Bombay dans son environnement. La deuxième chose que cette idée du temps long permettait de ressaisir, c'était une dimension qui nous est apparue vraiment fondamentale pour comprendre des enjeux de la ville aujourd'hui, qui est pour le coup assez peu traitée par l'historiographie. Alors moi j'ai essayé de le faire sur la période historique, bien sûr, c'est comment dire,
c'est un travail qui reste à poursuivre complètement. C'était la dimension environnementale en fait de la ville, parce que la question environnementale se pose de manière très cruciale, surtout pour les populations les plus précaires aujourd'hui. Et donc, le fait de reprendre sur le temps long, ça permettait en fait de faire surgir en fait cette histoire environnementale. Et notamment, je commence le premier chapitre sur le sentiment que m'a suscité en fait de regarder une carte établie par les scientifiques sur la montée des eaux vers les eaux océaniques vers 2050, si en fait on continue à poursuivre sur la trajectoire actuelle de destruction environnementale. Et en fait, c'était un sentiment véritablement à la fois d'angoisse et de familiarité, parce que les contours que ça laissait voir pouvaient rappeler les contours de l'archipel originel de Bombay, qui était composé de cette île. Et alors, c'est une fausse impression, hein, parce que en fait, bien sûr, ça gommait le fait que toutes les destructions environnementales en fait, qui ont été faites pour former la forme pour donner à la ville la forme que nous le connaissons actuellement, deviennent en fait les prémices et les raisons des destructions environnementales à venir. Et donc, on avait à Bombay un espace très particulier, hein, qui était celui de ces 7 îles, qui étaient séparées par des espaces de mangroves et de vasières, qui sont des espaces très riches au niveau de la biodiversité et qui en plus, sont des manières, par exemple, de résister, qui permettent de résister aux inondations, etc. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire de la ville, on va relier ces espaces par des poldérisations et on va aussi gagner énormément de terrain sur la mer. Et alors, ce qui était aussi important à ressaisir, c'est qu'à partir du moment où il y a cette grande expansion de Bombay comme grand port capitaliste colonial, mais aussi comme capitale industrielle, enfin comme ville industrielle, l'impact environnemental de la ville va toucher de plus en plus loin des écosystèmes qui sont de plus en plus éloignés et va contribuer à les transformer de manière très nette. Je développerai juste un exemple, c'est celui de la forêt. En fait, il y a des grandes phases de déforestation qui sont liées au développement de Bombay. Il y a d'abord le bois pour les chantiers navals. C'est une activité qui a été très importante à Bombay. Et puis ensuite, à partir des années 1840, c'est la construction des chemins de fer. Christophe, tu veux rebondir sur ces questions? Oui, c'est très important. Et alors, c'est vrai, tu le dis, hein, que la nature n'est pas loin. Il y a des flamants roses à proximité, ô combien, de Bombay. Et puis, il y a ce parc, Sanjay Gandhi Park, qui a été le poumon. Et puis, on peut dire aussi le buffer entre la ville et la campagne. Bon, tout ça est quand même mis à mal est mise à mal par ce développement urbain, routier, qui se traduit par, je l'ai dit tout à l'heure, de la pollution atmosphérique, qui se traduit aussi par de la déforestation à travers notamment la mangrove. C'est-à-dire que cette mangrove qui protège la ville depuis toujours des excès de l'océan, eh bien, elle a été très maltraitée. Alors, avec en plus des arrangements très douteux. Vous détruisez tant de mangroves, vous replantez le même nombre d'arbres dans les collines. Oui, ben, c'est pas ça qui protégera la ville, hein. Mais tous les, voilà, toutes les feuilles de vigne ont été possibles à un moment ou à un autre, tellement, tellement, tellement ça rapporte que de construire et construire encore. Donc, la ville, effectivement, est en danger. Alors, ce qu'évoque Vanessa, là, c'est très intéressant parce que vous verrez dans le livre, il y a beaucoup de cartes. On a fait faire plein de cartes à la demande, hein. Et là, alors, il y a une carte des bidonvilles, par exemple, qui est là, on voit que la ville est mitée, entre guillemets, hein. Et puis, il y a la ville, effectivement, de toutes ces voies de communication. Et il y a ces deux grandes artères que tu évoquais, les deux grandes lignes de chemin de fer qui, depuis toujours, permettent aux gens de faire le trajet nord-sud. Puis maintenant, on a ces nouvelles voies plutôt ouest-est, plus toutes ces autoroutes urbaines qui ceinturent la ville maintenant. Et puis, c'est vrai, cette carte incroyable de Bombay redevenant un archipel. Parce qu'on ne voit pas comment les Indiens auront les moyens de faire ce que les Hollandais font, monter des digues. Donc, on va se retrouver dans
dans un cas très particulier, c'est pas Jakarta, c'est encore plus grand que Jakarta. C'est une ville qui se retrouvera menacée par la montée des eaux au cours de ce siècle. Et comment est-ce qu'on relocalise une ville de 18 millions d'habitants dans un espace qui est déjà très contraint? Alors, on va voir. Mais il faudra probablement que Navi Mumbai un jour sera peut-être Mumbai tout court, si jamais le reste est passé dans l'Atlantide, enfin, comme une Atlantide. Merci beaucoup. Mais écoutez, je suis censée conclure, donc lisez le livre, hein, ça va être ma conclusion. Vous voyez que toutes les problématiques y sont en plus expliquées avec une dynamique des- vraiment des explications absolument passionnantes. Donc ces questions des inégalités, cette question de la politisation et de la violence, la question jusqu'à la question de l'environnement, par exemple. Il y a tout et de manière absolument passionnante. Voilà. Et donc, on passe aux questions, si j'ai bien compris. Et je vois qu'il y a beaucoup de spécialistes de Bombay dans la salle, donc les questions vont être passionnantes aussi. Donc, la question me disait porte sur le conflit ancien entre l'État du Maharashtra et la municipalité de Bombay qui fait qu'un certain nombre de projets, finalement, sont empêchés. Euh, voilà. Alors, c'est effectivement une question très intéressante parce qu'elle nous montre aussi la limite de l'autonomie des villes, y compris des grandes villes en Inde. C'est un des grands points noirs de la gestion des affaires publiques en Inde. Les villes n'ont pas leur autonomie de gestion, ne collectent pas d'impôts. On retrouve une problématique française de plus en plus, hein. Mais du coup, qui effectivement les empêche d'avoir une politique quand elles ne sont pas en accord avec le gouvernement de l'État, qui a sa capitale justement dans la ville. Alors, ce problème, il a été d'autant plus grand que, à l'époque où le Congrès dominait tout, il dominait la ville et l'État. Sauf que à Bombay, et à Bombay seulement, il y a deux congrès. Il y a le congrès du Maharashtra et il y a le congrès de Bombay. Héritage du fait que le parti du congrès est né en 1885 à Bombay et qu'il a tellement contribué à la lutte pour l'indépendance qu'il méritait d'avoir un congrès à lui. Donc vous avez, et ça c'est typique du factionnalisme aussi à la congrès, vous avez un congrès de Bombay, dirigé par des hommes d'affaires ou des hommes proches des hommes d'affaires, Patil étant bien sûr pendant des décennies celui qui va tenir la ville et le congrès de Bombay. Et puis vous avez le congrès du Maharashtra, à partir de 1960, hein, qui va lui être beaucoup plus rural, être dominé par les Marathas. Et ces gens-là ne veulent absolument pas, ils investiraient dans Bombay. Pourquoi est-ce que eux, paysans, mettraient de l'argent dans la ville? Donc là, on a un problème intra-congrès déjà. Et puis quand la Shiv Sena prend du pouvoir, prend du poids et finit par gagner la municipalité, et en fait, dès 1968, c'est quand même très précoce, la Shiv Sena donne à Bombay son maire, enfin à l'un de ses membres qui devient maire de Bombay dès 68, et puis ça sera récurrent, hein. Et quand le maire est Shiv Sena et que le gouvernement est congrès, il y a des tensions. Quand le maire est congrès et que le gouvernement est Shiv Sena, il y a des tensions. Et c'est encore pire quand le BJP rentre dans le jeu. Parce qu'autant Shiv Sena et congrès pouvaient s'entendre. En fait, la Shiv Sena est un sous-produit du congrès de Bombay. C'est ce qu'on découvre quand on gratte un tout petit peu l'histoire. Le congrès de Bombay était trop heureux d'avoir des Shiv Séniques pour lutter contre les communistes et pour assassiner des syndicalistes. Monsieur Desai est assassiné en 70 et c'est bon. Donc, entre Congrès et Shiv Sena, on a souvent fait semblant d'être ennemis. Mais entre Congrès et BJP, non, là, on est vraiment ennemis. Donc, c'est vrai que ça complique considérablement la gestion des affaires publiques. Ça va se traduire par exemple, des problèmes dans dans tout ce qui est le réseau d'eau, bien sûr. Bah, l'eau ne manque pas à Bombay, sauf au robinet.
Et l'une des raisons, c'est des malfaçons, des problèmes de politique publique, en quelque sorte, hein. Et ça, c'est un très beau livre d'ailleurs sur le sujet. Il est en anglais, mais Pipe Dreams, c'est un livre extraordinaire qui vous montre comment est-ce qu'une ville comme ça finit par manquer d'eau, alors qu'on a fait tous les barrages qu'il faut en amont, etc. Mais c'est des questions. Alors, c'est des questions qui sont liées au petit public. C'est aussi des questions qui sont liées à ce que les piscines représentent comme mètres cubes d'eau dans toutes ces villes et dans toutes ces villas et dans tous ces hôtels 5 étoiles. C'est une ville effroyablement chère, Bombay. Et en fait, on est quasiment sur des équivalents, voilà, sans convertir. Si, voilà, et si dès qu'on est dans des standings, évidemment, je vous parle pas de la vie dans un bidonville, hein, qui reste importante. Mais dès qu'on est sur du beau immobilier, on est sur des prix qui sont des prix sans avoir à convertir la roupie, qui se convertit fort. Donc on trouve, donc c'est des prix qui seraient ceux littéralement de Paris, alors qu'on ne devrait pas s'attendre à ces prix-là dans des villes. Et ce ne sont pas les prix de Calcutta, ce ne sont pas les prix non plus de Delhi, ou pas encore de Delhi. Ça a toujours été une particularité de Bombay et quelque chose dont parle très bien Vanessa, puisque le premier livre de Vanessa Caru s'appelle Les toits sur la grève, c'est ça? Qui parle de ces logements ouvriers dont tu as parlé, les tchols, etc. Tout ça va être au fur et à mesure l'enjeu évidemment d'immobilier et aussi de politique particulière, d'une spéculation absolument inimaginable. Et cette politisation en fait de l'enjeu immobilier va faire qu'avec des lois qui sont souvent des lois très spécifiques qui vont à un moment bloquer les loyers, mais du coup dégrader toute une partie des immeubles, et du coup les propriétaires ne vont pas vouloir les remettre dans le marché immobilier. Enfin, il y a un ensemble de lois, de politiques et d'appétits qui fait que les loyers, très vite, dès les années 90-2000, sont devenus inabordables en fait pour ce qu'on oserait appeler une middle class indienne, c'est-à-dire en fait une bourgeoisie indienne. Et il faut avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'argent pour avoir des appartements. Oui. Mm. Ah bah. Donc on est sur des prix qui sont absolument démesurés par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer. Oui. Oui, Malabar Hill, ça reste voilà, des quartiers centraux et superbes, mais voilà, on est sur des mètres Ça carrés. explique que c'est une ville de milliardaires. Vous avez 63 milliardaires en dollars à Bombay. Il y en a plus que dans n'importe quelle autre ville d'Asie, hein. Il y en a plus qu'à Shanghai maintenant. Alors, eux ont des lieux de vie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la demeure de Mukesh Ambani, qui est en soi un palais ayant C'est une coûté des tour milliards. surtout. C'est surtout une tour au milieu de C'est Bombay. une tour au milieu de Bombay. Ouais. Quand on va vers Malabar Hill, on la voit. Oui, c'est ça qui la rend totalement polarisée, cette ville. Et longtemps, les plus riches et les plus pauvres ont quand même plus ou moins cohabité. C'est de moins en moins vrai quand même, parce que même dans les bidonvilles, on peut faire de l'argent si on repousse les pauvres. Plus d'un- Plus d'ascension sociale. Je pense qu'on peut pas aller jusque-là parce qu'il y a quand même il reste quelques tremplins. Euh, Reprenons le cas des Dalits, qui est un cas très intéressant. On peut dire qu'il y a aujourd'hui une bourgeoisie dalit. C'est totalement contre-intuitif, mais vous changez de classe sans changer de caste grâce au système de réservation, de quotas, hein. Et Bombay a été un des lieux, parce que la caste d'Ambedkar, les Mahars, ont été les premiers à investir en éducation. Donc Bombay a été un des lieux où ce tremplin-là a existé. Euh, Maintenant, quand on lit les autobiographies de ceux qui ont réussi, ils parlent aussi de la génération d'avant et ça a été particulièrement dur. Et il y a un côté miroir aux alouettes quand même, hein. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui vient de sortir,
dont j'arrive jamais As All Imagine as Light. Bon, c'est à Bombay. Et c'est très intéressant parce que voilà des femmes qui viennent de loin, hein, elles viennent du Sud. Hein. Ce film est extraordinaire hein, sur la façon dont ben, une classe moyenne inférieure, on va l'appeler comme ça, hein, ce sont des infirmières de l'hôpital, eh bien, survit. Voilà, il faut être à deux dans l'appartement et il n'est pas tout près, bien sûr. Et puis, ben, c'est pas de l'émancipation particulièrement heureuse. Hein. Là, le poids des traditions, pour faire vite, reste très pesant. Donc, est-ce qu'on s'émancipe à Bombay? Est-ce que les témoignages en plus qui ouvrent le film, je trouve, sont très parlants. On est venu, on y a cru, on n'était pas sûr d'avoir fait le bon choix, mais bon, de toute façon, c'était pas un choix, c'était la nécessité. Je dois répéter la question. Est-ce que la montée, donc, la question porte sur les quartiers, l'organisation des quartiers de Bombay. Est-ce que les violences qui ont traversé Bombay ont eu une influence sur cette organisation des quartiers? Oui, au sens où vous aviez des zones mixtes. Alors, euh, mixte, tout ça est relatif, hein, mais vous aviez des quartiers un peu intermédiaires où on avait des gens de différentes religions. Et 93, 92, 93, ça a été des moments de migration intérieure. Et donc, on a vu des quartiers musulmans, Dongri, Baïkoula. Baekula, côté de Chor Bazar, enfin, qui se sont repliés sur eux-mêmes en quelque sorte. Et alors, ce qui est très spectaculaire quand on regarde le rapport d'enquête, parce qu'il y a un magnifique, si j'ose dire, rapport qui a été fait par un juge à la retraite, comme toujours, tout seul, il a fait un rapport très très long, qui n'a jamais été rendu public, mais qui a fuité. Et vous voyez que la police escorte ceux qui veulent quitter leur quartier plutôt qu'elle ne les aide à y rester. Tout ça est organisé. Et parfois, c'est dans des immeubles. La classe moyenne musulmane vivait dans des immeubles avec la classe moyenne hindoue. Et puis, on a retiré les noms des boîtes aux lettres. Mais il y avait des gens qui ont dénoncé les étages où ils s'y trouvaient. C'est comme à Ahmedabad, où on a incendié un magasin sur deux, sans qu'il y ait rien qui auparavant ne dise que ce magasin-là était musulman. Donc ça, c'est du ethnic cleansing. Et le ethnic cleansing résulte toujours dans de la ghettoisation. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur la relation entre Shiv Sena et BJP? Alors, Oui, à rappelons. Bombay, ouais, ouais. La Shiv Sena est le premier allié du BJP, 1984. À l'époque, le BJP est encore peu fréquentable. Hein. En parenthèse, tout ce que je dis peut être transposé ailleurs. Hein. On considère que vraiment, voilà, Baltacré et le BJP parie sur Baltacré comme point d'appui à Bombay. Et en 10 ans, ils prennent le pouvoir. 95, ils gagnent les élections dans l'État du Maharashtra. Baltacré essaye de préserver au moins Bombay. C'est-à-dire que quand on distribue les tickets pour les élections, il essaye que ce soit la Shiv Sena qui continue à avoir des députés à Bombay. Mais il y a un homme, Pramod Mahajan, à ce moment-là, qui est vraiment le bras droit de L.K. Advani. On est vraiment dans les années de montée en puissance de ce duo. Il réussit à avoir beaucoup d'argent de la part des milieux d'affaires de Bombay. Et il a hérité en fait de S.K. Patil. Il est devenu celui qui reçoit parce qu'il est au pouvoir. Et ça finit par coûter très cher à la Shiv Sena, qui est en train de, qui pour la première fois, alors ça doit être en 2000, les élections qui ont suivi, je ne sais plus quand c'est exactement, mais pour la première fois, la BJP a plus de sièges que la Shiv Sena. Et là, il y a le sentiment que ça va être un gouvernement BJP. Alors ils perdent, Charlotte Pawar revient,
mais le BJP est toujours en tête. Et en 2014, il faut se rappeler qu'en fait, quand en 2014, Modi prend le pouvoir, il fait en sorte que les élections qui suivent au Maharashtra, le BJP les gagne. De fait, 2015, non, c'est encore 2014, c'est septembre 2014. Septembre 2014. BJP remporte les élections et Fadnavis devient Chief Minister. Là, ça veut dire que le BJP a pris le large. Et alors, il va y avoir des tiraillements sans fin. Et c'est pour ça qu'il y aura. Alors, la Shiv Sena va se retirer, le gouvernement va tomber, la Shiv Sena va faire alliance avec le Congrès et avec le NCP de Sharad Pawar, ils vont reprendre le pouvoir, mais le BJP, qui a tellement de ressources à tous les sens du terme, casse la Shiv Sena en deux, et la faction Shinde, aujourd'hui au pouvoir, fait accord avec le BJP. Donc en fait, la Shiv Sena s'est retirée avant d'être totalement avalée, elle a réussi dans un premier temps, mais le BJP a réussi à casser la Shiv Sena en deux. Et ce qu'on attend le mois prochain, parce que le mois prochain, il y a des élections très importantes au Maharashtra, c'est laquelle des deux Shiv Sena va arriver en tête. Parce que si c'est la Shiv Sena des Thackeray, père et fils, d'abord, il y a de fortes chances pour que le BJP perde le pouvoir et que le Congrès revienne avec le NCP. Si par contre, c'est la Shiv Sena qui a fait alliance avec le BJP qui reste en nombre de députés première, ça pourrait être un peu le début de la fin pour la Shiv Sena tout court. Enfin, la Shiv Sena, canal historique, si j'ose dire. Alors, tout ça est un peu compliqué, mais c'est très important ce qui se joue là. Parce que l'avenir du gouvernement Modi dépend en partie de ce qui va se passer au Maharashtra le mois prochain. Si si le BJP perd le Maharashtra, d'abord, il perd une grosse pompe Afrique. Pourquoi est-ce que le TDP de Naidu et le GDU de Nitish Kumar resterait associé à un loser? Et s'il retire la prise, ce gouvernement tombe. Et on vote au billard en février prochain. Donc il ne faut pas qu'il se trompe d'allié, Nitish Kumar. Bon, ça c'est de la politique politicienne. Ça ne changera rien sur le fait que, hélas, sur le terrain, ces gens-là tiennent les quartiers, hein. Mais pour l'avenir de la Shiv Sena, en tout cas, ce qui va se passer le mois prochain est très important. Et ils ne s'y trompent pas d'ailleurs. Ils passent leur temps en campagne à sillonner l'État. Dernière question. Oui. La question porte sur les infrastructures et sur leurs conséquences autour, par exemple, des inégalités sociales aussi. C'est-à-dire que ça clive la ville entre ceux qui prennent toujours le métro et puis d'autres qui ont voilà, d'autres modes de circulation dans la ville, par exemple. Oui, et ça, c'est le reflet justement de ce que l'on disait en termes de tertiarisation, de gentrification et de creusement des inégalités. Cette politique de l'automobile, c'est une politique de riches, hein. Ne pas investir dans le train pendant si longtemps, ben, c'est le reflet d'une politique de riches. Euh, les gens aussi cessent de prendre le train parce que ben, ils sont devenus trop peu nombreux, trop peu fréquents et puis trop peu sûrs. Quand on regarde le nombre de gens qui meurent sur les voies ferrées de Bombay tous les ans, ça se chiffre en centaines, ça fait quand même froid dans le dos. Mais bon, c'est la même histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas investi dans les transports ferroviaires de surface et par contre, on a permis que des voitures circulent avec des péages très riches. Alors, est-ce que le métro va changer la donne? Il la changera s'il y a suffisamment de métro et s'il est suffisamment abordable pour les bourses plates. Parce qu'on a vu à Delhi le problème. À Delhi, il a fallu refaire les stations pour ajouter des rames, enfin pour ajouter des wagons aux rames, parce que les trains étaient trop peu longs, il n'y avait pas de place pour tout le monde. Et puis c'était tellement cher, en fait, de prendre le métro, que ça excluait aussi une partie de la population. Là, j'avoue que j'ai pas de données, mais ce sera un des sujets importants pour que ce soit un moyen de transport populaire qui désengorgera enfin les rues.
Alors, en fait, il y a deux questions, mais il faut un petit peu de temps pour la dédicace, c'est ça, Isée? Donc, si... Alors, donc, on laisse un petit peu de temps, donc il faudra venir poser directement votre question à Christophe, c'est encore mieux. Voilà, et puis donc, vous avez le livre de Christophe et Vanessa qui est derrière vous, si vous voulez dédicace, c'est le moment.